La théorie générale des obligations effectue peu de distinction entre la faute lourde et la faute intentionnelle. À titre d'exemple, l'article 1461, tout comme l'article 1471, parle de la faute lourde et de la faute intentionnelle, mais leur octroie les mêmes conséquences. Il en va de même des articles 1613 et 1706, tout comme de l'article 2301 relatif au dépôt hôtelier. En matière d'assurance, la distinction entre la faute lourde et la faute intentionnelle est essentielle, car la faute intentionnelle de l'assuré fait l'objet d'une exclusion légale qui est d'ordre public de direction. L'assureur ne peut offrir une telle protection. Cette exclusion légale qui vise à protéger les tiers peut également s'expliquer par la nature même du contrat d'assurance, qui est un contrat aléatoire. Tel que nous avons déjà vu dans la capsule au sujet du risque, si l'assuré provoque intentionnellement le sinistre, le risque n'est donc plus aléatoire, mais certain. À l'article 1474, le législateur définit la faute lourde comme étant celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Le législateur ne définit toutefois pas ce qu'est la faute intentionnelle. Il faut donc étudier la jurisprudence ainsi que la doctrine afin de trouver une définition de la faute intentionnelle. La faute s'inscrit en quelque sorte sur un continuum où la faute la moins grave est celle attribuable à l'incompétence de l'assuré, alors que celle résultant de sa volonté est la plus répréhensible. Nous avons déjà vu la définition de faute lourde. Regardons maintenant celle de la faute intentionnelle. Il y a deux composantes de la faute intentionnelle. Tout d'abord, l'acte posé doit être intentionnel. Ensuite, le dommage qui en résulte doit avoir été voulu. Pour que l'acte soit qualifié de faute intentionnelle, l'assuré doit être psychologiquement apte à comprendre la portée de son acte. La notion d'aptitude entre en ligne de compte ici. Une personne n'étant pas en mesure de saisir la réalité en raison d'une maladie ou d'hallucination ne peut alors pas commettre une faute intentionnelle. Cela dit, les mobiles ne sont pas pertinents quant à la détermination de l'intention. Que le geste soit posé pour attirer l'attention ou par vengeance ne change rien. Non seulement l'acte doit être volontaire, mais le dommage doit également être voulu. Ainsi, un acte intentionnel dont l'assuré n'avait pas l'intention de provoquer les conséquences ne peut recevoir le qualificatif de faute intentionnelle. Il peut toutefois s'agir d'une faute lourde. Pour ce deuxième élément de la faute intentionnelle, les tribunaux appliquent le test de la conscience du caractère inévitable du dommage. Est-ce que l'assuré avait ou aurait dû avoir conscience du caractère inévitable du dommage qui résulterait de son acte? Si l'assuré admet avoir voulu causer le dommage, cela ne pose alors pas de difficulté. En pratique, souvent, l'assuré nie avoir voulu causer le dommage. À défaut d'obtenir l'aveu de l'assuré, il est possible de faire la preuve de cette intention à l'aide de présomptions de preuves graves, précises et concordantes, telles que prévues à l'article 2849. À titre d'exemple, vous êtes seul à la maison avec votre enfant. Vous vous absentez de la cuisine 10 minutes et vous lui dites de ne pas manger les biscuits dans la jarre. À votre retour, vous constatez que la jarre est vide, que son couvercle est maintenant brisé, que votre enfant a la bouche et les mains marquées de chocolat et que son apron est couvert de miettes de biscuits. Bien que vous n'avez pas vu votre enfant manger les biscuits, les circonstances graves, précises et concordantes pointent vers un seul responsable, votre enfant. C'est de cette manière qu'afin de pallier aux difficultés de preuve, les tribunaux appliquent une présomption d'intention lorsque le dommage, bien que non prévu, constituait une éventualité éminemment prévisible de la conduite dangereuse de l'assuré. Pour résumer, afin d'établir la faute intentionnelle de l'assuré, l'assureur doit prouver deux éléments, un acte volontaire ainsi qu'une volonté de causer le dommage. Mentionnons d'abord que seule la faute intentionnelle de l'assuré fait l'objet d'une exclusion légale. La faute intentionnelle d'un tiers peut être couverte par la police. À titre d'exemple,
un tiers incendie intentionnellement l'immeuble de l'assuré. L'assuré pourra être indemnisé par son assureur de biens. Toutefois, si c'est l'assuré qui incendie intentionnellement son propre immeuble, ce dommage fait l'objet d'une exclusion légale de risque. En effet, l'assureur n'est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré. Cela veut dire que si le contrat prévoyait qu'en cas de sinistre, l'indemnité devait être versée à un bénéficiaire, l'assureur ne sera pas tenu de verser l'indemnité à ce bénéficiaire. Il existe toutefois une exception à l'égard du créancier hypothécaire qui sera étudiée dans la capsule portant sur les droits du créancier hypothécaire en raison du contrat d'assurance. En cas de coassuré, le législateur protège le coassuré qui n'a pas commis de faute intentionnelle. En effet, l'obligation de garantie demeure à l'égard du coassuré qui n'a pas commis de faute intentionnelle. À titre d'exemple, le coassuré numéro 1 n'accepte pas que sa femme demande le divorce. Pour se venger, il met le feu à leur maison. L'assureur ne sera pas tenu d'indemniser le coassuré numéro 1 qui a commis une faute intentionnelle, mais il devra indemniser le coassuré numéro 2 qui n'a pas commis de faute intentionnelle. Alors que l'alinéa 1 de l'article 2464 s'applique autant à l'assurance de biens qu'à l'assurance de responsabilité, l'alinéa 2 s'applique uniquement à l'assurance de responsabilité, c'est-à-dire lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée. Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste, quelle que soit la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. L'assuré est tenu de réparer le préjudice résultant du fait d'une autre personne, notamment lorsque l'article 1459, 1460 ou 1463 s'applique. Encore une fois, ces personnes peuvent avoir intentionnellement provoqué le sinistre, mais ce n'est toutefois pas l'assuré lui-même qui a commis la faute intentionnelle. L'assureur demeure alors tenu d'indemniser. En terminant, la faute intentionnelle de l'assuré n'affecte pas la validité du contrat. Le contrat d'assurance demeure valide et en vigueur. L'assureur demeure toutefois libre de procéder à la résiliation du contrat d'assurance, conformément à la procédure prévue à l'article 2477. Résiliation qui provoque ses effets pour l'avenir seulement. Voilà qui complète l'étude de la faute intentionnelle.